Donc, dans l'exercice 4, on va étudier une distribution cylindrique de charge. Bien sûr, évidemment, on va appliquer le théorème de Gauss. On considère un cylindre de rayon grand R et de longueur infinie, uniformément chargé en volume avec une densité volumique ρ positive. Okay. 1. Quelle est la direction du champ électrostatique entre point M de l'espace? Montrer que la valeur du champ électrostatique ne dépend que de la distance petit r en M et l'axe de cylindre. En utilisant le théorème de Gauss et en précisant la surface utilisée, calculer le champ dans les deux cas suivants. Pour R est strictement inférieur à grand R et pour R supérieur ou égal à grand R. On donnera grand E en fonction de petit r. Calculer le potentiel électrique à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. On impose la condition V est égal à 0 pour petit r est égal à 0. La densité volumique de charge ρ du cylindre n'est plus uniforme mais asymétrie cylindrique, c'est-à-dire ρ ne dépend que de petit r. On donne ρ est égal à ρ0, petit r sur grand R, pour R est inférieur, strictement inférieur à grand R et pour ρ0 est égal à une constante. Déterminer le champ électrostatique dans le cas où petit r est inférieur à grand R. On donne l'expression du gradient en coordonnées cylindriques. Le gradient a trois composantes suivant E. Petit r, c'est la dérivée par rapport à R, dρ sur dρ R. Et la composante suivante, Eθ, c'est d sur dθ multiplié par 1 sur R. Et enfin, la composante suivante, Ez, c'est d de Ez. Okay? Donc, pour les questions 1 et 2, ce n'est autre que la détermination des coordonnées adéquates, la direction et la dépendance du champ électrostatique. Donc, notre système ici, il s'agit d'un cylindre infini. C'est-à-dire, c'est un cylindre de rayon grand R, okay, et d'axe Z. Okay, voilà mon cylindre. Okay, qui vient de moins l'infini et tend vers plus l'infini. Okay, je trace ici les axes X, Y et Z. Donc vous avez ici EX, EY et EZ. Okay. Vu la symétrie ici, donc notre système ici est là une symétrie axiale, donc le champ elle est porté, ou bien les coordonnées adéquates sont les coordonnées cylindriques. Donc par conséquent, donc 1 et 2, donc notre champ électrostatique E, il va dépendre ici de R, θ et Z, qui est égal à E suivant R qui dépend de R, θ, Z porté par ER, plus E qui dépend de θ, R, Eθ qui dépend de R, θ, Z, Eθ, plus R, E qui dépend de Z, EZ qui dépend de R, θ, Z porté par EZ. OK? Donc, je vais considérer un point M dans l'espace. Donc, voilà mon point M. Puisque ici, les coordonnées adéquates, donc ce point-là, elle est caractérisée par le rayon R suivant ER, okay, et caractérisée par Z suivant EZ. Okay, ici, vous avez Z. Okay, donc, ici, c'est ER, ici, c'est Eθ, et ici, c'est EZ. Okay. Donc, dans ce point-là, j'ai un champ qui a trois composantes. Okay? Donc, on passe directement à l'étude de la symétrie de la charge. Donc, on va chercher les plans qui sont symétriques, dont la distribution est symétrique. Okay? Donc, le premier plan qui passe par M, EZ et ER, c'est-à-dire c'est le plan ici, hein, c'est ce plan-là, c'est-à-dire le plan qui contient le point
M et contient aussi les deux vecteurs ER et EZ. C'est un plan de symétrie. Il divise la distribution en deux parties. Okay? Le deuxième plan, c'est un plan qui passe par M et qui coupe le cylindre et il le coupe de façon perpendiculaire. Donc le deuxième plan P2, il passe par le point M et qui, porté par le vecteur ER, et E θ. Okay? Donc, puisqu'on a deux plans de symétrie, donc notre champ E, R, θ, Z, il appartient à P1 inter P2. Okay? Donc, le vecteur commun ici, c'est ER. Donc, ce qui implique que mon champ E, R, θ, Z, elle est porté par ER, R, θ, Z porté par ER. Ça d'une part. D'autre part, si on fait glisser notre cylindre ou bien translater notre cylindre suivant l'axe OZ, on a une invariance. Et si on fait tourner notre cylindre autour de θ, on a une invariance de la distribution. Donc, invariance de la distribution par rapport à Z et θ, cela m'implique que E ne dépend que de R qui est égal à E, R, E, R. Donc, c'est une symétrie cylindrique. Okay? Troisièmement, on me demande de calculer, en utilisant le théorème de Gauss, en précisant la surface utilisée, calculer le champ E dans les deux cas suivants. Okay? Donc, pour chercher la surface de Gauss, le choix, il faut que, tout d'abord que la surface contienne le point M, okay? Et il faut que E soit égal à une constante. Donc, E est égal à une constante pour R est égal à une constante. Si on prend une surface qui va contenir M et on a R est égal à une constante, il va me donner un cylindre. Okay? Ce cylindre est de rayon. Okay? Par exemple, ce cylindre, je vais prendre mon point M ici. Okay? Donc, ce cylindre, il va contenir le point M ici. Okay? C'est M. Et le cylindre, c'est un cylindre de rayon θ. Okay? Et de hauteur θ. Okay? Donc, c'est le premier surface, c'est la surface. Donc, surface de Gauss, c'est le premier, c'est la surface latérale du cylindre, de centre de l'axe Z et de rayon grand R. Okay? Et pour fermer notre surface, je vais ajouter, ça c'est la surface latérale, je vais ajouter du surface ici, sans du surface basique, je vais noter ça, base, donc surface base 1, ok, ds base 1, ça c'est ici c'est ds latéral, et ici on a ds base 2, ok, puisque le champ électrostatique elle est toujours radiale, elle suit le vecteur ER, donc ici on a le champ il est collinéaire, ici le champ il est perpendiculaire. Donc le flux est égal à surface fermée suivant la surface de Gauss qui est égal à E ds qui est égal, je peux le décomposer en surface ici E ds suivant la surface latérale plus ici la seconde, ici surface latérale et surface base 1 plus surface base 2. Okay? Donc surface base 1 E ds plus le flux suivant la surface base 2 E ds. Okay? Et ici, le champ électrostatique et ds, ils sont collinéaires.
Donc je peux éliminer les flèches et E est égal à une constante. Donc c'est E1 surface latérale de S sur surface latérale. Par contre ici est égal à 0. Pourquoi? Parce que E il est perpendiculaire à DS. Et même chose ici, on a E, il est perpendiculaire à DS. Donc ça est égal à 0. Donc il me reste que le flux est égal à E, la double intégrale de DS. Donc DS à quoi est égal ici? DS, c'est ce côté-là, c'est petit r dθ, donc est égal E, R, double intégrale ici, c'est R dθ, multiplié par dz. dz. OK? Avec θ, il varie de 0 de pi, et z varie de 0 à h. 0h. Donc le flux à quoi est égal? Le flux est égal R, c'est une constante, donc c'est R E1, l'intégrale de dθ entre 0 et 2π et de dz entre 0 et h. Ce qui me donne, ici c'est R E1 2π h. Ça c'est le flux. Donc il me reste maintenant à déterminer les champs à l'intérieur, la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, on a deux cas. Soit que le rayon soit inférieur à grand R, c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur de notre cylindre. Dans ce cas-là, la surface de Gauss, ça sera celle-là, à l'intérieur. Donc, ça sera celle-là, cette surface-là. Donc de rayon petit r, ok, et de hauteur petit h. Ok. Dans ce cas-là, Q intérieur est égal à triple intégrale, ok, de quoi? Triple intégrale de rho de taux. Ok, ici, on a de rho de taux est égal à R d θ dz de R. Ok, donc c'est R de R dθ dz. R varie entre 0, la charge à l'intérieur, il se trouve ici. C'est entre 0 et petit r. OK? Θ, c'est entre 0 de pi et z entre 0 et h. Donc, cette intégration, on a ρ, est-ce qu'il est constant? Donc, ρ, densité uniforme. Donc, je peux la faire sortir ici. Donc, l'intégrale de R, c'est R carré sur 2 entre 0 et R. Ici, vous avez θ entre 0 et pi. Et ici, Z entre 0 et H est égal 2 pi rho H, okay, R au carré sur 2. Donc, sur 2. Donc, est égal à P, pi rho H, R au carré. Donc, ça, c'est Q intérieur. OK? Donc, on a le flux à quoi est égal. On a le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0, ce qui implique que R, E, R de pi H est égal pi rho H, R au carré. OK? Je peux simplifier ici par pi, par H, par R. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester que notre champ E, R est égal rho, est égal à rho sur epsilon 0 ici. Donc est égal à rho R sur epsilon 0 porté par ER. Donc ER est égal à rho petit r sur epsilon 0
E, R, et on a oublié ici un 2.